Bonjour à tous, nous sommes vendredi 20, voici l'étude de texte comme prévu sur Ulysse défie les prétendants, pages 146-147 de vos manuels rouges. Donc vous pouvez aller les chercher ou bien vous suivez avec moi sur l'écran, mais mon scanner n'est pas très droit, on se croirait dans le bateau d'Ulysse, ça tangue. Alors, je vous rappelle, le paratexte ici, donc les petites lignes en italique qu'on appelle le paratexte, ne font pas partie du texte, c'est simplement pour vous dire où nous en sommes, et je ne vais pas le relire, vous le savez bien, donc Ulysse, bon, n'est pas vraiment déguisé en mendiant, il est transformé, métamorphosé par Athéna en mendiant, et c'est le moment où il va donc révéler son identité à Pénélope. Je lis le texte. Pénélope étendit la main et décrocha l'arc avec le fourreau brillant qui l'entourait. Puis s'asseyant et les prenant sur ses genoux et pleurant à grands cris, la reine dégaina du fourreau l'arc du maître, et son cœur se reput de pleurs et de sanglots. Elle apparut alors devant les prétendants, cette femme divine, et debout au montant de l'épaisse embrasure, ramenant sur ses joues ses voiles éclatants, elle prit aussitôt la parole et leur dit « Écoutez, prétendants fougueux, qui chaque jour fondez sur ce logis pour y manger et boire les vivres d'un héros parti depuis longtemps. Vous n'avez pu trouver d'autre excuse à vos actes que votre ambition de me prendre pour femme. Eh bien, ô prétendants, voici pour vous les preuves. Oui, voici le grand arc de mon divin Ulysse. S'il est ici quelqu'un dont les mains, sans effort, puissent tendre la corde et dans les 12 haches envoyer une flèche, c'est lui que je suivrai, quittant cette maison, ce toit de ma jeunesse, si beau, si bien fourni que je crois ne jamais l'oublier, même en songe. » Ulysse tenait l'arc, le tournait, retournait, tâtant de ci, de là, et craignant que les vers n'eussent rongé la corne en l'absence du maître, et l'un des prétendants disait à son voisin « Voilà un connaisseur qui sait jouer de l'arc. Pour sûr, il a chez lui de pareils instruments, ou songe à s'en faire un. Voyez comme ce gueux vous le tourne et retourne dans ses mains misérables. » Or, tandis qu'il parlait, Ulysse l'avisé finissait de tâter son grand arc, de tout voir. Comme un chanteur qui sait manier la cithare, tend aisément la corde neuve sur la clé et fixe à chaque bout le boyau bien tordu, Ulysse alors tendit sans effort le grand arc, puis sa main droite prit et fit vibrer la corde qui chanta belle et claire comme un cri d'hirondelle. Pour tous les prétendants, ce fut la grande angoisse. Ils changeaient de couleur quand un grand coup de foudre Zeus marqua ses arrêts. Alors, je passe sur le vocabulaire parce que vous avez dû le préparer pour aujourd'hui en lisant le texte déjà hier et vous avez des petites notes sur le côté de la page. Simplement se repaître, c'est le verbe dont on a le passé simple ici, se repu. Se repaître, ça veut dire se remplir mais en mangeant, comme paître, comme la vache. Alors allons-y. Si nous étions en classe, je vous demanderais déjà de regarder ce texte et d'en dégager deux parties. On a déjà fait ça sur les autres textes. Finalement, pour le texte de Charybde et Scylla, il y avait une partie sur Charybde, une partie sur Scylla. Pour le texte, le tout premier, celui de Polyphème le Cyclope, il y avait une partie qui parlait d'Ulysse qui subissait l'action et une partie qui parlait de Polyphème qui subissait l'action. Finalement, donc dans la première partie, Ulysse subit, Polyphème agit, et dans la deuxième partie, c'était l'inverse. Donc ici, on a aussi deux parties. Alors, en attendant, voilà, j'ai un petit peu parlé. Là, vous avez dû peut-être faire votre partition. Donc, il y a une moitié sur Pénélope, qui est sur cette première page, et une moitié sur Ulysse, qui est sur cette deuxième page. Autre chose avant de commencer l'étude, donc deux parties dans ce texte, on pourrait aussi se concentrer sur le narrateur. Donc dans les autres extraits que nous avons étudiés, que ce soit Polyphème ou Charybde et Scylla, le narrateur disait « je » et c'était Ulysse. Pour Polyphème, c'était Ulysse qui parlait à Alkinoos et Nausicaa, et idem pour Charybde et Scylla, Ulysse expliquait ça à Nausicaa et Alkinoos. Donc on avait un narrateur qui racontait qu'Alkinoos écoutait Ulysse qui racontait ses aventures. À présent, on a un narrateur qui raconte les aventures d'Ulysse et Pénélope, qui sont donc de nouveau réunis puisque Ulysse est arrivé à Ithaque. Donc on simplifie, il n'y a plus de récit dans un récit. Alors on va regarder un petit peu cette première partie et on va constater une opposition entre
ce premier paragraphe et la suite, et notamment sa prise de parole ici, vous voyez les tirets et le guillemet. Je vous fais remarquer aussi ici que le texte a été coupé parce que cette opposition va nous apparaître comme assez abrupte, alors que dans le texte d'origine, on nous préparait probablement une transition là qui est dans cette partie qu'on nous a enlevée. Alors, pourquoi je parle d'opposition? Je relis le début. Donc, on vous dit que Pénélope prend l'arc, et ensuite, donc, s'asseyant et les prenant sur ses genoux, c'est-à-dire l'arc et le fourreau, et pleurant à grands cris, la reine dégaina du fourreau l'arc du maître, son cœur se reput de pleurs et de sanglots. Alors, on a des répétitions, pleurant, pleure, ici. On a les grands cris qui font aussi écho aux sanglots. Donc, ici, une insistance sur les pleurs et les cris. Alors, cette insistance, elle est là pour nous mettre dans l'émotion de Pénélope. Et pourquoi je parle d'opposition? Parce qu'après cette émotion, elle va apparaître ici, on vient de le lire, comme une véritable femme de tête, comme une reine. Donc voilà ce qui n'est pas impossible. On a bien une reine ici, la reine dégaina du fourreau l'arc, et on a en même temps cette reine qui est toute en émotion. Donc ce qu'il faudra retenir de ce passage, c'est qu'ici, au lieu d'avoir une vision misogyne de la femme, qui existait bien entendu dans l'Antiquité, cette vision misogyne consisterait à dire « Oh, bah là, elle ne fait que pleurer », on insiste sur ses pleurs, sur ses cris. Mais en fait, on peut voir aussi, à contrario, que Homère nous donne une vision d'une reine qui est éperdument et même désespérément amoureuse de son mari. C'est pour ça que dans l'inconscient collectif, dans notre culture générale, Pénélope va devenir synonyme de la reine patiente et amoureuse, et pas du tout de la fille qui pleure pendant toute l'Odyssée. Voilà. Si elle en est là d'ailleurs à utiliser ce dernier stratagème de l'arc, vous voyez qu'elle ne se laisse pas faire, hein, elle est loin d'être la femme qui pleurniche sans rien faire. On sait qu'avant, elle avait donc ce stratagème de coudre le linceul de Laërte, son beau-père, de coudre le linceul le jour et de le découdre la nuit. Et donc, bien entendu, elle a été prise sur le fait par sa servante, et c'est pour ça que là, elle en est à son deuxième stratagème, qui est, elle joue le tout pour le tout, donc ce stratagème de l'arc. Alors donc, après avoir bien pleuré et nous montrer qu'elle est une femme parfaite, digne d'être une reine parfaite, la femme d'Ulysse qui l'attend donc, on va avoir ce regain d'énergie. Elle apparut alors devant les prétendants, donc elle est sortie de sa chambre où elle pleurait. On a ici une apposition, vous voyez les deux virgules, hop, l'apposition en grammaire, elle est faite pour donner une caractéristique à un nom, donc l'apposition elle va avec elle, avec Pénélope, un nom ou un pronom, et donc voilà, on la qualifie de femme divine, autrement dit on ne pouvait pas lui donner mieux comme adjectif après déjà le nom reine qu'elle porte ici. Donc elle apparaît comme une reine, comme une femme divine, on le voit d'ailleurs. Pourquoi cette précision ramenant sur ses joues ces voiles éclatants? C'est pour vous montrer qu'elle est belle, qu'elle est habillée donc avec les voiles sur les cheveux, les voiles pleins de couleurs que pouvait porter une reine. Et donc elle va se présenter aux prétendants sous son meilleur jour pour mieux les défier finalement. Elle prit aussitôt la parole et leur dit. Donc prendre la parole, dire, ce sont des répétitions, on le sait bien. Je vous rappelle qu'on est dans un récit oral, donc on fait beaucoup de répétitions, ne serait-ce que pour que le conteur puisse bien chercher dans sa tête ce qu'il va faire dire à son personnage. Donc, des guillemets et un discours avec un tiret, un discours direct. On change de la narration ici au passé simple et à l'imparfait pour nous mettre dans un dialogue direct au présent et donc nous présenter les événements de façon plus percutante pour qu'ils nous touchent. Le dialogue est toujours là pour rendre le texte plus vivant. Écoutez, prétendant fougueux. Donc voilà aussi en apposition quelque chose qu'elle leur attribue à eux. Ce sont eux les prétendants fougueux, elle les interpelle. Qui chaque jour, donc c'est comme s'il y avait vous qui chaque jour fondez sur ce logis, etc. etc. Et qu'est-ce qu'on voit au bout? Un point d'exclamation. Vous n'avez pu trouver d'autres excuses à vos actes que, donc voilà des reproches. Là, elle leur donne un ordre, écoutez, ici elle les désigne, vous, et on a encore un point d'exclamation. Eh bien, encore un point d'exclamation. Oh, ça c'est un O qu'on appelle exclamatif, justement, avec son petit accent circonflexe dessus. Et encore oui, un point d'exclamation ici, et encore un à la fin. Donc, quand je parlais d'opposition, il y a une opposition entre les pleurs ici, les cris, les sanglots et l'énergie qu'elle déploie. Donc l'énergie qu'elle déploie dans son dialogue, on la voit grâce au point d'exclamation.
Et donc là, il va falloir aller rejoindre un petit peu vos cours de grammaire. Le point d'exclamation, c'est le point qui termine la phrase exclamative. Donc il existe, rappelez-vous, 4 types de phrases. Les types de phrases donc déclaratives, les phrases impératives, il y en a une là, hein, écoutez, les phrases exclamatives, les voilà, et les phrases interrogatives, mais là, pas de point d'interrogation, donc ce n'est pas le cas. Donc ce sont les phrases exclamatives et impératives ici, qui nous montrent l'énergie qu'a cette femme, qui est donc qui n'a pas du tout envie de se laisser faire. Elle présente cette épreuve comme étant relativement impossible. Voilà, s'il est ici quelqu'un, c'est pas gagné, hein, dont les mains puissent sans effort tendre et ensuite viser les 12 haches, on a déjà vu que cette épreuve était impossible, elle sait que seul son mari peut tendre son arc, et donc voilà, elle présente cette épreuve impossible qui va souligner la puissance de son mari. Donc là, vous avez l'illustration qui vous montre justement les 12 haches. Alors c'est une illustration peut-être un petit peu naïve, hein, parce qu'Ulysse est à 4 pattes, quasiment, enfin accroupi. On peut imaginer que les haches étaient plutôt mises en hauteur, ce qu'on voit d'ailleurs dans d'autres illustrations. Et puis on voit donc là, c'est la lame de la hache, et le trou ici, c'est là que serait fiché le manche, comme on l'avait déjà vu en classe quand on avait corrigé le contrôle. Alors, toujours sur cette même phrase, vous voyez qu'elle est extrêmement longue, elle commence à « eh bien » ici, elle va jusqu'au bout. On a aussi des choses sur sa maison, donc elle pose cette condition impossible, s'il est quelqu'un, etc. C'est lui que je suivrai, quittant cette maison. Et voilà, à partir du mot maison, elle va donner beaucoup de précisions qui sont toutes des appositions. Ce toit de ma jeunesse, vous voyez, un beau complément du nom ici à toi. Si beau, donc un adjectif, si bien fourni, un autre adjectif, participe passé pris comme adjectif. Donc tout ça, ce sont des expansions du nom, chose que nous avons vu récemment quand nous avons revu les fonctions avec les adjectifs, épithètes, apposés, etc. Voilà, donc ce long discours de Pénélope est là pour faire frémir les prétendants qui n'en ont rien à faire qu'elle parle de sa maison, ce toit de ma jeunesse si beau, si infourni que je croyais la même mensonge, mais ils doivent trépigner pendant qu'elle fait ce discours avec l'envie d'en découdre. Seulement, eh bien, on a le texte qui est coupé ici, et entre-temps, c'est Ulysse, le vieux déchet là, qui traîne dans le coin, qui s'est saisi de cet arc. Et donc les prétendants, qui ont certainement très envie de se tester, ne sont pas très contents qu'il ait été attrapé là, par ce vieillard à l'allure minable qui traîne dans le coin. Et justement, Ulysse, lui, au contraire, il se fait plaisir, il va les faire patienter le plus possible. On va le voir avec beaucoup de verbes d'action ici. Donc Ulysse tenait, tournait, retournait, t'attend. Et ensuite, donc, on a les prétendants parlent pendant ce temps-là. Donc voilà, Ulysse prend tout son temps. Il craint que son arc donc n'ait été abîmé par des petits vers qui auraient rongé la corne. Vous voyez le mot maître, il est là encore. Ça, c'est sûrement un indice de la suite. On sait bien que c'est lui le maître de la maison, et ça va mal finir pour les autres. Et donc l'un des prétendants, on ne sait pas qui, voilà, le dialogue réapparaît, se met à parler. Voilà un connaisseur qui sait jouer de l'arc. Pour sûr, il a chez lui de pareils instruments. Alors, ces petites phrases, c'est des phrases qu'on appelle, peut-être le savez-vous, alors, c'est quand on dit l'inverse de ce que l'on pense. En général, on dit l'inverse de ce que l'on pense, mais on sait qu'on va être très bien compris de celui à qui on parle. Voilà un connaisseur, dit-il à ses copains prétendants. Évidemment que ses copains prétendants savent très bien que ce qu'il veut dire, c'est « tiens, ce type-là n'y connaît rien ». Pour sûr, il a chez lui de pareils instruments ou songe à s'en faire un. Évidemment, les prétendants comprennent très très bien, bah oui, il n'en a jamais vu un pareil de sa vie, et de toute façon, incapable d'en fabriquer un de ce genre-là. Donc, comment appelle-t-on ce procédé qui consiste à dire l'inverse de ce que l'on pense? Alors, j'espère que vous l'avez trouvé entre-temps dans vos petites têtes, c'est l'ironie. Donc voilà, l'ironie, et cette ironie passe bien sûr à nouveau par des phrases exclamatives. On voit ici 3 points d'exclamation. Alors, pourquoi cette ironie nous fait sourire, nous? On imagine bien les prétendants qui ont un gros rire gras derrière. Bah oui, bah alors, ce vieux. Seulement, bien sûr, c'est l'auditeur, nous en l'occurrence, qui rions aussi parce qu'on sait bien qu'ils peuvent être ironiques. Tout cela va très très bien se tourner contre eux dans très peu de temps.
Or, tandis qu'il parlait, donc voici un gros complément circonstanciel de temps, qui est une proposition subordonnée aussi, avec son verbe conjugué. Donc justement, ce grand complément circonstanciel de temps va nous faire perdre du temps, et vous allez voir, le temps se ralentit. Ulysse l'avisé, c'est-à-dire le sage, finissait de tâter son arc. Ah bah enfin, puisque ça fait quand même depuis plusieurs lignes qu'il tâte et retourne et tourne. Il finit donc de tout voir. Et ici, on a encore une énorme comparaison qui fait donc 5 lignes, qui va donc retarder l'action au maximum pour ménager du suspense. Du suspense toujours chez l'auditoire. L'auditoire, c'est l'ensemble des auditeurs. Donc l'auditoire sait très bien que l'épisode croustillant du massacre des prétendants où le sang gicle va se profiler. Et donc, le conteur prend un malin plaisir à retarder l'action au maximum, avec donc une très belle comparaison. Alors les comparaisons, vous savez que ce sont des figures de style, donc c'est quelque chose de remarquable dans un texte, c'est fait pour l'embellir, pour marquer fort le lecteur ou l'auditeur. Et donc la comparaison, elle passe par l'outil comme que vous avez ici. Et en réalité, il y en a 2 dans ce paragraphe. Comme un chanteur qui sait manier la cithare tente aisément la corde neuve sur la clé et fixe à chaque bout le boyau bien tordu, Ulysse alors tendit sans effort le grand arc. Donc on compare le grand arc à un instrument de musique, la cithare, qui lui aussi a des cordes. Les cordes sont faites en boyau, vous le voyez ici. Et donc on parle d'un chanteur qui tendrait sur sa cithare des cordes en boyau, il la tendrait à une clé, c'est comme les clés de la guitare. On compare ceci avec donc Ulysse qui tend la corde de son grand arc. Alors je vous montre le cours avec la cithare qui est là. Les cordes, comme c'est un vase toujours, quand il s'agit de figures comme ça jaunes sur fond noir, donc comme c'est un vase, là on perd de vue les cordes qui sont noires sur noir. Voilà, donc la cithare, et puis les clés pour tendre, là on ne les voit pas vraiment, mais ce serait comme des petites vis qui permettent de tendre le boyau. Voilà, donc hop, c'est facile pour Ulysse, il tend aussi facilement son arc qu'un instrument de musique. Autrement dit, il y en a là, ceux qui ironisaient ici vont commencer à se sentir assez ridicules. Donc, deuxième comparaison. Puis sa main droite prit et fit vibrer la corde, qui chanta bel et clair, comme un cri d'hirondelle. Donc voilà la deuxième comparaison, comme un cri d'hirondelle. Vous remarquez cette phrase bizarre, puis sa main droite prit. C'est un peu comme si c'était pas Ulysse, mais juste sa main, tellement il reprend son habitude, peut-être tellement sa main est habituée à tendre cette corde qu'elle fait ça toute seule. Donc le cri d'hirondelle, vous voyez peut-être quelque chose venir. De même que les boyaux, qui sont les cordes de la cithare, font peut-être une allusion, c'est-à-dire un petit clin d'œil, à certains boyaux qui vont bientôt être déballés à l'air libre, si vous voyez ce que je veux dire. Et bien de même, ce cri d'hirondelle, si vous savez à quoi ressemble un cri d'hirondelle, c'est extrêmement aigu, et bien ce cri d'hirondelle fait allusion, a priori, au cri des prétendants qui vont bientôt se mettre à hurler. Et justement, hop, paragraphe suivant. Pour tous les prétendants, ce fut la grande angoisse. Oula, voilà, on a notre verbe au passé simple ici, avec ce fut, qui annonce une suite malheureuse pour eux. Ils changeaient de couleur. Alors, cet imparfait est surprenant. Justement, on vient d'étudier l'imparfait et le passé simple, leurs emplois, ça tombe bien. On se serait attendu à ils changèrent de couleur. Fait brusque et inhabituel. Eh bien non, il changeait de couleur, ce qui indique que l'action prend du temps. Et donc on peut même s'imaginer qu'il passe proprement par toutes les couleurs. Quand d'un grand coup de foudre, Zeus marqua ses arrêts. Donc l'action percutante, elle est là, c'est le marqua ses arrêts. Il changeait de couleur, c'est le décor finalement. Et donc marquer ses arrêts ou bien arrêter une décision, ça veut dire prendre une décision. Donc on sait que, bien entendu, la décision qui est arrêtée, ce sera la mort des prétendants. Et avec cette analyse de texte, nous finissons la séquence sur l'Odyssée. Alors, dans votre drive, vous avez à présent dans les leçons, donc le chapitre 5, Ulysse défie les prétendants, ici. Si vous l'ouvrez, on arrive ici. Donc vous pouvez copier ce passage ou l'imprimer comme vous voulez, mais sans l'illustration évidemment. Donc dans ce passage, j'explique tout ce que je vous ai dit à l'oral ici,
des choses sont soulignées, les choses les plus importantes, notamment la définition de l'ironie et puis la comparaison ici. Et puis comme d'habitude, vous avez quelques illustrations, donc la cithare là, et un vase grec conservé au musée du Louvre, et où nous voyons le massacre des prétendants. Il y en a un qui a pris une flèche là, hop là ici, qui a reçu une flèche plutôt, il y a une flèche ici, il y en a une autre là, on a des boucliers, on en a qui lancent des, on ne sait pas trop, des cailloux, ou je ne sais quoi, bref, voilà une belle vision de ce massacre. Alors, nous avons fini la séquence, je vous invite pour la clore définitivement à 2 activités qui sont facultatives, c'est comme vous souhaitez. Je vais vous mettre les liens en bas de la vidéo comme d'habitude. Donc vous avez un site qui s'appelle Quizbiz et qui fait des quiz sur tout un tas de choses, sur tout et n'importe quoi. Ici, donc, je vous donne un raccourci vers un quiz sur de la mythologie. Et donc on a par exemple culture générale, la mythologie grecque, Ulysse et son fabuleux voyage, les créatures de la mythologie, ici les exploits, les 12 travaux d'Hercule, voilà plusieurs choses. Alors si je clique par exemple sur Ulysse pour vous montrer, donc vous voyez le type de question, c'est peut-être un petit peu petit sur votre écran. De quelle épopée Ulysse relate-t-il? Voilà, c'est l'Odyssée. De quelle île est-il le roi? C'est Ithaque. Combien de temps a duré son voyage? C'est 10 ans. Avant, où était-il? C'était la guerre de Troie, etc. Donc si ça vous tente, en plus les illustrations sont vraiment très bien choisies, très jolies. Et donc voilà, ça peut être intéressant pour vous de vous tester. Autre chose donc pour vous occuper, donc toujours facultative, la chaîne Arte a diffusé donc il y a quelques temps maintenant, avec la voix de François Bunel, qui est l'animateur de la Grande Librairie, des courts-métrages de grande qualité qui durent 30 minutes. Il y a 20 épisodes, ça s'appelle donc Les Grands Mythes, ici. Et donc vous pouvez regarder ça, vous allez trouver Zeus, les amours de Zeus, Prométhée, Hadès, Athéna, Apollon, Aphrodite, etc. C'est pas mal de les regarder dans l'ordre parce que, par exemple, pour Zeus, les amours de Zeus et Prométhée, c'est assez chronologique. Là, dans la conquête du pouvoir, vous allez avoir en fait l'origine du monde carrément. Donc ne les regardez tous, pas tous d'un coup évidemment, hein, c'est une demi-heure chacun, donc ça fait quand même beaucoup d'heures de visionnage. C'est ce dont je vous parlais, donc il n'y a pas de censure là-dessus. Ça peut intéresser tout aussi bien les adultes et vous aurez tous les détails, y compris les plus dégoûtants, sur la mythologie grecque. Les Grands Mythes ont eu tellement de succès qu'ils en ont fait une autre série sur l'Iliade principalement, avec donc 10 épisodes. Et vous allez donc du début de l'Iliade, la pomme de discorde, jusqu'à la fin, le cheval de Troie. Même si vous savez que le cheval de Troie n'est pas raconté dans l'Iliade, mais là, pour clore la saga, il ne pouvait tout de même pas s'arrêter avant. Alors, vous voyez que là, je suis sur le site d'Arte et que c'est de la VOD payante. Alors, soit Arte va peut-être la dispenser gratuitement, puisqu'il y a beaucoup de chaînes qui se mettent à faire des choses gratuites pour nous occuper pendant le confinement. Sinon, bien entendu, je ne peux pas vous conseiller, mais sachez que vous pouvez trouver ces vidéos en bien moins bonne qualité, évidemment, mais sur les sites qui proposent des vidéos habituellement, on va dire. Alors, en ce qui concerne le travail pour lundi, je vous donne quand même du travail. Donc, dans vos cahiers d'exercice, page 76, je vais le rappeler en bas de la vidéo, vous avez donc à faire cette page, méthode 4, raconter au passé. Donc, je vous demande de répondre, alors 1, 2, 3, vraiment très rapidement, ça va vous prendre très peu de temps. Ici, vous avez un rappel du cours que nous venons de faire, donc ça va revenir vraiment bien fixer les choses. Et puis, ici, vous devez choisir entre imparfait et passé simple et vous entraîner un petit peu. Voilà, donc correction lundi, bien entendu. Et puis, nous allons commencer notre troisième séquence lundi sur les contes. Et donc, ça tombe bien pour faire la jonction entre les contes et aussi notre séquence précédente. Je voulais vous proposer de toute façon d'étudier les contes du miroir de Jacques Rivet. Je vous les aurais prêtés en classe, c'était prévu. Mais là, évidemment, je ne peux plus vous les prêter. Et Jacques Rivet, donc, ça s'amuse à faire des contes inversés, d'où l'idée du miroir, donc à faire un petit peu n'importe quoi, surtout pour nous faire rire. Et donc, il a écrit La petite poule rousse, peut-être connaissez-vous cette histoire de votre enfance, mais tous les passés simples sont faux, donc ce sont des abominations.
Et j'aurais bien voulu que vous les corrigiez. Là, ça va être simple parce que grâce à ce site que je vous propose, eh bien, vous allez pouvoir remplir vous-même les petites cases et cliquer sur OK. Alors, il y en a beaucoup. Donc, ne faites peut-être pas ça pour lundi, on peut se donner jusqu'à mardi ou même mercredi, parce que mercredi je ne vous fais pas de cours, donc voilà, vous avez tout votre temps. L'essentiel c'est que vous le fassiez à votre rythme. Comme vous voyez, c'est donc sur le passé simple, mais le thème c'est conte de fées, ce qui fait que ça va bien aller avec notre prochaine séquence. Voilà, donc j'ai ajouté du coup dans Pronote ce travail. Méthode 4, page 76 que je viens de vous montrer, la petite poule rousse, j'ai mis le lien ici mais je crois que vous ne pouvez pas cliquer dessus, donc je vous l'ai remis là, c'est ralentirtravaux.com. Voilà, donc vous avez tout pour bien travailler. Hop, on dit au revoir à Ulysse et à l'Odyssée, et puis je vous dis à lundi avec une nouvelle vidéo. J'espère que le son sera meilleur. À très bientôt, bon week-end.